Dans le cadre de cette université d'été qui traite de la grande réinitialisation, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse sans doute beaucoup d'entre vous, à la recherche de modèles anciens qui ont porté des fruits, en l'occurrence ici les sociétés rurales. Alors, en introduction, je voudrais vous lire une belle citation de Paul Valéry. Qu'il s'agisse de sa constitution ethnique, qu'il s'agisse de sa constitution psychologique, le peuple français est plus que tout autre une création de son domaine et l'œuvre séculaire d'une certaine donnée géographique. Il n'est point de peuple qui ait de relations plus étroites avec le lieu du monde qu'il habite. On ne peut l'imaginer se déplaçant en masse, émigrant en bloc sous d'autres cieux, se détachant de la figure de la France. Il me semble que cette citation est assez parlante lorsqu'on évoque les sociétés rurales qui se définissent par leur enracinement. Alors une observation rapide pourrait nous laisser penser que rien n'a changé dans les campagnes. C'est l'archétype de l'immobilisme, l'archétype de la permanence, de la fixité depuis toujours, contrairement à la ville qui est constamment en évolution, en mutation. Elles ont souvent été jugées arriérées, ces campagnes, mais ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Déjà au Moyen-Âge, il y avait des fabliaux écrits par des bourgeois des villes pour se moquer des paysans. Je pourrais vous citer des fabliaux où on se moque de l'odeur des paysans qui sentent tellement le fumier qu'ils sont incapables de sentir les épices qu'on pouvait vendre dans les villes du Moyen-Âge. La ville serait au contraire parée de toutes les vertus, le lieu de l'évolution, des flux, en un mot du progrès. Dans la conférence précédente, M. Chabert a parlé justement de ce mythe du progrès. Des espaces ruraux qui seraient inchangés donc. La terre nourrissant toujours les hommes, c'est parfait, on entend le coq qui chante, on est dans un lieu qui se prête pour évoquer de tels sujets. Un milieu dans lequel les hommes, cependant, sont soumis aux aléas. Se transmettent un savoir-faire, ont une relation particulière à la terre, mais ne sont pas les maîtres, puisque seul Dieu est le maître des aléas climatiques. Alors ce n'est pas si simple, on le devine. Si le clocher du village est bien là depuis des siècles, pour certains d'entre eux, le paysage a été profondément transformé depuis le Moyen-Âge. À partir du XIIIe siècle, la déforestation est de plus en plus importante. Et la forêt ne grandira à nouveau qu'à partir de la fin du XIXe siècle. Sans parler des abords des villages où ont fleuri des pavillons peu esthétiques et des abords des bourgs où ont poussé des zones commerciales franchement laides. Sans parler également des hangars, des fermes modernes qui se situent plus loin que les villages, parce qu'avant les fermes étaient dans les villages. Et pour créer ces installations plus modernes, il fallait plus de place. Il semble donc bien, à y regarder de plus près, qu'en réalité tout a changé dans les campagnes, à commencer par les modes de vie. Lorsque l'on aborde les modes de vie, on est amené à parler de société, justement, au sens de communauté. Alors qu'est-ce qu'une culture rurale? Est-ce autre chose qu'un folklore? Quelle était l'âme des sociétés rurales? Et qu'avons-nous conservé de cette âme? Les campagnes ont-elles mieux résisté à l'individualisme que les villes? Nous tentons de répondre à ces questions. Alors le Moyen-Âge, comme vous le savez, est cette période de 1000 ans, qui va de 476 à 1492, de la chute de l'Empire romain aux grandes découvertes, à la découverte de l'Amérique. Nous avons fait le choix de ne commencer notre exposé qu'à partir du XIe siècle, l'an 1000, ce qui est déjà une gageure, qui traitait 1000 ans d'histoire, vous en êtes conscient, en un peu plus d'une heure. Donc nous n'évoquerons pas les âges dits, avec des guillemets bien sûr, obscurs, l'insécurité et le dépeuplement, qui touchaient tant les villes que les campagnes, après la chute de l'Empire romain. Je n'ai pas besoin de développer ce point, puisque Guillaume Travers vous fera une conférence sur justement cette transition entre la chute de l'Empire romain, l'Occident, et l'installation du système féodal. Donc, je vais vous présenter une conférence en 3 parties. C'est le formatage. 3 parties, 3 sous-parties.
Donc dans un premier temps, je vous parlerai donc du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Alors, est-ce le paradis pour les seigneurs et l'enfer pour les serfs? C'est comme ça que j'ai intitulé cette partie. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des changements dans les campagnes à partir de la Révolution française. Donc, je parlerai de la Révolution et du XIXe siècle dans les campagnes. Est-ce la libération des paysans? J'ai mis un point d'interrogation. Et enfin, dans un troisième temps, je vous parlerai d'une autre révolution que j'ai mise entre guillemets, la révolution du XXe siècle, qui là n'est pas la révolution française, passée de 1789, mais qui est une révolution des modes de vie et de la manière d'habiter les campagnes, notamment du fait de la modernisation. Alors d'abord, donc, je vais vous parler de cette période du Moyen-Âge, entre le Xe et le XVe siècle. Alors, est-ce que c'était le paradis pour les seigneurs et l'enfer pour les serfs? Alors d'abord, donc, du Xe au XIVe siècle, on a une première période qu'on appelle parfois, que les historiens appellent parfois le Beau Moyen-Âge. Donc je me suis intéressé au Beau Moyen-Âge dans les campagnes. Pourquoi Beau Moyen-Âge? Parce que c'est une période d'essor culturel, d'essor démographique en Europe. C'est la période, à partir du XIIe siècle, de la construction des cathédrales. C'est une époque de rayonnement. Tandis que l'économie antique était urbaine, l'économie médiévale est rurale. À la chute de l'Empire romain, les villes sont entrées en décadence. Dans le système féodal, est puissant celui qui contrôle la terre, et non celui qui est le plus riche d'un point de vue monétaire. Au Moyen-Âge, la richesse était la terre. Les échanges n'étant pas monétaires, ils prennent la forme de dons et de contre-dons. D'où l'importance du serment dans la société féodale, d'où l'importance de la parole donnée. Je dis toujours à mes élèves qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas besoin de contrat. Les élèves ont beau avoir une charte de vie, un règlement intérieur qui est noté, et on en a besoin. Au Moyen-Âge, il y avait aussi des chartes d'ailleurs, qui décrivaient les droits et les devoirs. Mais on se fiait plus à la parole donnée. Alors, c'est le besoin de sécurité qui a poussé les faibles, les paysans, à demander la protection aux plus forts, c'est-à-dire aux seigneurs. Vous connaissez sans doute cette distinction qu'avait faite Georges Duby, si la mémoire est bonne, entre ceux qui travaillent, les laboratores, les paysans, ceux qui combattent, les bellatores, et ceux qui prient, les oratores, les prêtres, les moines, les religieux. Donc ça vous donnait la trifonctionnalité, pour employer un mot un peu savant, la trifonctionnalité de la société médiévale, avec ces trois ordres. Donc moi, évidemment, je m'intéresse ici davantage à ce qu'on appelle tiers-état. Donc, ceux qu'on appelait les paysans venaient chercher la protection des plus forts, surtout qu'on était dans une période troublée, avec diverses invasions, divers malheurs. Et donc, c'était un échange de services, parce que les seigneurs ne travaillaient pas, ils devaient s'entraîner à combattre pour être les meilleurs possibles, quand ils ne combattaient pas. Ou bien ils passaient aussi du temps à chasser, qui était encore une forme d'entraînement pour être bon, pour monter à cheval, pour manier des armes. Et donc, le paysan, sa condition, c'est de travailler. Alors souvent, quand je décris ce système féodal aux élèves, ils me disent « Monsieur, les paysans étaient des esclaves ». Ils sont très choqués. Ils ont du mal à comprendre, finalement, certes, il y avait une inégalité, elle est indéniable. Il y a une hiérarchie sociale très forte, une pyramide, à la tête de laquelle était le roi, mais que chacun avait des obligations réciproques, et que les seigneurs n'avaient pas non plus tout le pouvoir. Ils avaient aussi des obligations envers leurs paysans. Donc, parmi ces obligations du seigneur, c'est protéger finalement les paysans qui habitaient son domaine, rendre la justice également, c'est très important. Alors, le domaine, qui vient du mot, en latin, on disait villa. Villa, qui désigne un domaine. Il était organisé en deux parties. Donc, la réserve, une terre exploitée par le seigneur, et les manses, la terre exploitée par les paysans, qui jouissent
de tenure sur ces terres, c'est-à-dire de concessions souvent héréditaires. Donc là, les deux mots-clés, c'est la réserve et les menses. Parfois, on dit les tenures. Donc la relation structurant la noblesse est celle de l'hommage. Vous savez qu'un seigneur vassal devient l'homme, ça vient de là le mot hommage, devient l'homme d'un autre seigneur, plus puissant que lui. En échange, il reçoit un fief de son suzerain. Et il doit lui fournir en échange aide militaire, conseil et aide financière. Y compris, il devait verser de l'argent si son seigneur, son suzerain a été fait prisonnier pour payer la rançon, ou même parfois pour l'occasion du mariage de la fille de son suzerain. Donc la faiblesse du commerce dans le système féodal implique un fonctionnement quasi autarcique. C'est pour ça qu'un village devait subvenir à ses propres besoins. Parce qu'il y avait très peu d'échanges monétaires après l'effondrement de l'Empire romain. Très peu de monnaie en circulation. Donc les villages apparaissent au XIe siècle. On parle de paroisse. La paroisse, elle est animée, la vie spirituelle de la paroisse est animée par l'Église. L'Église assure l'unité du système féodal. Alors qu'au Moyen-Âge, la société, les différentes contrées qui formaient la chrétienté pouvaient être très parcellaires. Il y avait, les voyages n'étaient pas aussi aisés qu'aujourd'hui, même s'il y en avait. Par contre, il y avait une grande diversité d'une région à l'autre. Mais ce qui faisait l'unité en ce temps-là, bien justement, c'est la religion, c'est le christianisme. Et ça, on le voit bien par la pratique des pèlerinages, qui était une forme de circulation déjà fondée sur la foi. Alors, la condition du paysan est extrêmement variée dans cette période du Moyen-Âge. Depuis le cerf qui est attaché à la terre, qui ne pouvait pas partir, jusqu'au vilain ou le laboureur, qui a cessé d'être taillable et corvéable à merci relativement tôt. En fait, le servage s'est effacé progressivement au profit des vilains. D'ailleurs, le mot est resté dans notre langue, un vilain, parce que ça vient d'un mépris de la part des seigneurs ou bien des bourgeois pour ces paysans qui ont obtenu leur liberté. Alors il y avait évidemment différents métiers, le maréchal ferrant, le charron, le menuisier, le maçon. Je crois qu'il y aura quelques ateliers pour de l'université d'été où différents savoir-faire du Moyen-Âge seront présentés. Un village plus important possédera un boucher ou un marchand de charcutes, c'est-à-dire un charcutier. C'est de là que vient le mot charcutier, le marchand de charcutes, contrairement au boucher qui est un marchand de chair fraîche. On rencontre aussi des cardeurs de laine, des tailleurs qui cousent les vêtements. Alors les corvées du paysan sont nombreuses et astreignantes, et le travail est pénible. Il y a également des censes et des redevances à payer, soit en nature, soit en argent. Le paysan doit payer des redevances puisqu'il paye une forme de loyer au seigneur qui est le maître. Il y a aussi ce qu'on appelle les banalités, d'où le terme banal, qui est aussi resté dans notre langue. C'est banal. Les banalités, donc c'était des taxes que percevait le seigneur pour utiliser un certain nombre d'installations mises à la disposition des paysans. Par exemple, lorsque le paysan vient moudre sa farine au moulin du seigneur, on parle de moulin banal. Cuire son pain au four banal également. Porter le fruit de la vigne au pressoir banal. Donc à chaque fois, le paysan doit payer quelque chose, en nature ou en espèces sonnantes et trébuchantes. Si on y réfléchit, c'est assez logique, puisque c'est le seigneur qui a construit ces installations et qui en assure l'entretien. Donc ça a un coût. Mais en fait, si on y réfléchit bien, ça n'a pas totalement disparu. Si on réfléchit, on pense au péage, qu'est-ce que c'est? Sinon exactement la même chose. Les péages des autoroutes. C'est exactement la même chose. Alors, comme je vous l'ai dit,
le monde rural change. Dans cette période, au XIIe et au XIIIe siècle, les forêts sont défrichées afin de créer de nouveaux villages. Pour attirer les paysans, les seigneurs leur accordent la liberté aux serfs et promettent l'allègement des taxes et des corvées. Et ces droits nouveaux acquis par les paysans sont notés dans les fameuses chartes de franchise. Les campagnes connaissent un essor démographique à cette période. La population européenne passe de 42 millions d'habitants en l'an 1000 à 69 millions en 1250. Alors, dans la diapositive précédente, normalement, vous pouviez voir, alors juste avant, voilà. Donc je vous ai mis la photo de la reconstitution d'une maison du Moyen-Âge, telle qu'on pouvait la trouver dans le quart nord-est de la France, avec son toit de chaume, ses murs en torchis. Et puis à côté, je vous ai mis un dessin qui représente cet habitat médiéval. Vous pouvez constater que sa caractéristique, c'est le fait que l'étable était tout contre l'habitat. Il n'y a pas de séparation étanche entre le lieu où l'on vit et le lieu où sont les bêtes, et qui d'ailleurs fournissent la chaleur l'hiver. Et vous voyez qu'on vit essentiellement dans la même pièce, autour du foyer. Alors, quelle est la vie d'un paysan dans cette partie du Moyen-Âge, de janvier à décembre? Je vais passer en revue finalement l'année d'un paysan, comment il vivait, comment il travaillait. Le paysan se lève à l'aube, l'Angélus le réveille. Alors, je peux passer la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, son habit est composé d'un burel, d'une chemise en gros drap de laine, courte et fendue par devant et par derrière. Des braies qui moulent ses jambes sont de toile ou de cuir. Ces braies couvrent le ventre. Elles sont dissimulées par les chausses. Pendant l'été, les gens de la campagne ne portent pas de braies, se contentent de la chemise et des chausses. À la maison, le paysan porte des souliers d'étoffe ou des chaussons fourrés. Pour sortir, il prend des sabots ou de lourds brodequins. Il enfile des mousseaux de cuir. Mais à la belle saison, il se contente d'estiveaux, sorte de chaussures légères. Souvent, il porte un couteau à sa ceinture. Le paysan sort rarement nu-tête. Il garde les cheveux relevés en rouleau sur la nuque et les couvre d'un chaperon, une sorte de capuchon. Et il peut porter un chapeau de paille en été, surtout pour faire le dur travail des moissons, en plein soleil. Les travaux des champs donnent faim. Le paysan se nourrit assez bien et son alimentation est plus variée qu'on imagine souvent. Alors elle est essentiellement à base de pain, cette alimentation, mais pas seulement. Le paysan a aussi des pots de graisse à sa disposition, du beurre, des confits. Il a dans sa cave quelques salaisons et dans son cellier du vin ou du cidre, selon la région. Le pain noir ou de seigle, les pois et les fèves. Voilà essentiellement de quoi se compose la nourriture paysanne, parfois agrémentée d'œufs ou de lard. Toute la journée, la soupe au lard ou au chou, un moutonne dans la marmite, suspendue au-dessus du foyer. On ne mange guère de viande de boucherie. Les jours de fête, on fera cuire un quartier de mouton, mais on apprécie surtout le porc. Dans le jeu de Robin et de Marion, c'est un fabliau, le roi demande au paysan « Qu'est-ce que tu aimes le mieux ?» « Ma foi, sire, lui répond le paysan, un bon derrière de porc, lourd et gras, avec une forte sauce d'ail et de noix. Voilà encore ce que je préfère. » Donc, quels sont les travaux de ce paysan que l'on voit sculptés dans les pierres des cathédrales ou représentés dans les vitraux ou dans les enluminures, comme celle que je vous ai mise ici, donc qui date du XIIIe siècle. Donc la suite de ces travaux s'ouvre au mois de janvier. Il fait froid, la nature est endormie. Le paysan a peu de travail. Les champs n'ont pas besoin de sa présence. Souvent, il est représenté à table. Les fêtes de Noël ne sont pas encore terminées. On tire les rois et notre homme est souvent représenté devant une table bien garnie, majestueux comme un monarque. Février est le mois des froidures.
de la neige et de la bise, le paysan reste encore chez lui. Il ne sort que pour soigner ses bêtes ou accomplir quelques corvées seigneuriales. Bien vite, il revient se chauffer au coin du feu. On le voit se chauffer les mains, du plafond pend un solide jambon, et sur la luche, un chapelet d'andouille réjouit son regard. Mars arrive, et déjà les travaux des champs exigent la présence du laboureur. Ici, le paysan bêche la vigne, ailleurs, il la taille déjà. Comme il ne fait pas encore chaud dans la plupart des scènes, il est vêtu de son gros manteau et de sa capuche. Avril est le mois du renouveau. Le laboureur regarde son blé pousser. Il taille ses arbres fruitiers, ou bien il se promène au milieu des fleurs. Il a rejeté la maussade des frocs de l'hiver et mis ses habits nouveaux. En mai, les travaux laissent un temps de répit. Le paysan s'installe sous un arbre et il s'endort paisiblement, tandis que les plus hautes branches le rossignol s'égosillent. Mais voici venu le temps des grands labeurs. À la Saint-Barnabé, bonhomme, fauche ton blé. La fenaison est le travail habituel du mois de juin. Pour se protéger du soleil, le paysan a mis son grand chapeau. Il porte sa faux sur l'épaule et à côté sa pierre à aiguiser. Juillet, c'est la moisson. Le laboureur coupe le blé à la faucille ou à la faux. Pendant tout le Moyen-Âge, ça a été la faucille. La faux n'a remplacé la faucille qu'à partir du XIXe siècle. Et puis voici le battage, ou les batteries. Le blé est battu au fléau, et c'est un rude travail. En septembre, on cueille les fruits, et parfois on commence déjà à vendanger. Et c'est surtout en octobre, le mois des vendanges. Partout, la vigne est cultivée à travers toute la France. On montre le paysan foulant joyeusement le raisin dans sa cuve. En octobre, le laboureur sème son blé le long du sillon. En novembre, il fait sa provision de bois car l'hiver approche. Ou bien il mène son porc à la glandée. Vous voyez, sur une des illustrations, la dernière en bas à droite, vous voyez un paysan qui mène ses porcs à la glandée, justement. Ça fait toujours rire mes élèves quand je leur parle de la glandée. Je leur dis, la prochaine fois qu'on vous dira que tu glandes, tu répondras que c'était un véritable travail au Moyen-Âge, la glandée, puisque c'était conduire les porcs pour manger les glands. À la Saint-Martin, bonhomme, bon ton vin. Voici décembre. On songe aux fêtes qui approchent. Il faut préparer les joyeux repas. On tue le porc, on assomme le bœuf. Voilà, on représente le paysan souvent à sa table. Alors je vous disais qu'il ne faut pas considérer les campagnes au Moyen-Âge comme totalement immobiles. Parce qu'il y a quelques inventions qui déjà apparaissent sur cette miniature du XVe siècle. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les quelques annotations, c'est peut-être trop petit, mais donc on voit un paysan qui passe sa charrue, et c'est un cheval qui la tire, ce qui n'est pas anodin, puisqu'avant c'était plutôt des bœufs, et le cheval va apporter un progrès puisqu'il a plus de force. Et donc le cheval est équipé d'un collier d'épaule qui lui permet justement de tracter plus facilement les lourdes charges. Puis on voit donc le soc qui retourne la terre, le versoir, une herse en bois qui est tirée derrière. En haut de la miniature, on voit en haut à gauche un moulin à vent pour moudre le grain. Donc c'est pas non plus anodin, puisque le moulin est un progrès au Moyen-Âge. Parce qu'avant, il fallait moudre le grain à la main, ou alors c'était les bêtes, on utilisait la force des bêtes pour moudre le grain. Donc ils vont se développer des moulins à eau, et puis de plus en plus des moulins à vent, comme on peut le voir ici. On voit évidemment le château, et un paysan en train de semer. Alors le dimanche, le labeur des champs est souvent suspendu. C'est le seul jour chômé, ainsi que toutes les fêtes. Il y en avait beaucoup, outre les principales fêtes chrétiennes, il y avait beaucoup de fêtes locales. On dit qu'il y avait plus de jours chômés au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, ce qui est assez fou quand on y pense. Puisque le Moyen-Âge a cette image de labeur infernal, et notre époque, celle du confort. Il ne faut pas relativiser, bien sûr. Alors, quelles sont les distractions des paysans? Eh bien, certains vont à l'auberge,
On danse, hein, dès le mois d'avril. Le châtelain, la châtelaine se prêtent aussi à ces jeux. Ils ne goûtent pas leur plaisir, parfois, d'aller de rejoindre les paysans. Au mois de mai, on danse autour de l'arbre qui a été planté à cette occasion. D'ailleurs, cette tradition va perdurer, et d'où l'arbre de mai, qui deviendra, après la Révolution, l'arbre de la liberté, sous lequel on va danser. En fait, ce n'est pas une invention révolutionnaire. Au Moyen-Âge, on dansait autour de l'arbre de mai, un arbre décoré de guirlandes, qu'on brûlera le 24 juin, à l'occasion des feux de la Saint-Jean. Alors, contrairement à une idée reçue, Michelet a écrit « Pas un bain en 1000 ans ». Vous voyez la déconsidération pour le Moyen-Âge sous le plume de Michelet. En réalité, il y avait une hygiène. L'usage des étuves était courant. Alors les châtelains possédaient leurs propres étuves. Mais les moins riches avaient à leur disposition des établissements de bains publics qu'ils fréquentaient assidûment. À plusieurs dans le même cuveau, on marinait, en bavardant et en mangeant. Parfois aussi, on se distrayait à des passe-temps moins sages, les étuves étant mixtes. D'où les condamnations par les prédicateurs des bains publics à cette époque. Mais ce n'était pas pour dénoncer l'hygiène, le fait de prendre un bain, c'était la mixité des bains qui était dénoncée. Donc ces 3 siècles que je viens de vous dépeindre sont une période de prospérité. Et au XIVe siècle, où s'achève ce beau Moyen-Âge, arrivent toutes sortes de crises. Donc c'est le temps des crises au XIVe et au XVe siècle. Alors, les fléaux s'abattent souvent ensemble. Souvent, les épidémies, la guerre arrivent dans la même période, ainsi que la famine, puisque la guerre, les paysans sont souvent tributaires, les victimes collatérales des guerres, victimes directes d'ailleurs lors des pillages, ou victimes collatérales lorsque les soldats détruisent les récoltes, piétinent les champs, etc. Et souvent, donc, la famine frappe. En plus de la guerre, il y a ces fléaux. Dans ce siècle, le siècle de la guerre de 100 ans, où commence la guerre de 100 ans, des bandes d'écorcheurs écument les campagnes. Ces écorcheurs regroupent des brigands, des mercenaires qui ont été congédiés, qui n'ont plus de travail, et donc qui vont survivre d'une autre manière, vivre sur le pays en pillant, qui vont incendier, qui tuent et qui violent. Ils n'hésitent pas même à s'en prendre aux églises et aux monastères. Il faudra attendre les règnes de Charles VII, à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, et du roi Louis XI, pour que la France se relève. Alors si aujourd'hui on connaît des âges obscurs, de ténèbres, et il ne faut pas les nier, on connaît des mots, il faut quand même les relativiser par rapport à ce que notre peuple a connu dans son histoire, ce XIVe siècle qui était terrible. Tous les témoignages des chroniqueurs concordent. Après la guerre, le royaume est ruiné, la campagne est désolée. Les chartes mentionnent les ronces et les épines envahissantes, les lieux où toute terre est gastée, les manoirs tombés en masure, les pêcheries, les viviers, les champs, les vergers abandonnés. Avec une froideur toute administrative, les receveurs seigneuriaux notent néant. Cela veut dire que la terre est tournée en ruine, en non-valoir. Entre 1225 et 1450, la terre perd de 10 à 15 fois sa valeur. Les régions situées sur les axes de communication au centre des conflits se révèlent les plus touchées. Agenais, Quercy, Saintonge, Poitou, Île-de-France, Normandie, Plaine du Nord, région de la Loire moyenne. D'autres ont été épargnées par la guerre, comme l'Alsace, la Provence, le Velay, le Béarn, mais sont atteintes par des brigands ou par des pirates pour les côtes. D'autres régions sont désolées de façon intermittente, comme la Guyane, surtout à l'occasion de la reconquête française, ou la Bretagne. Cette description par Thomas Bazin, qui est un clerc qui a vécu à cette époque, au XIVe siècle, nous donne l'idée de la situation en Normandie. Pendant plus de 10 ans, tous les champs du pays de Caux se couvrirent de saules et autres arbres, d'épines, de buissons, et furent transformés en forêts impénétrables. Autour des villages, et même jusque dans les villes, rôdent les loups.
Le dépeuplement des campagnes à la fin de la guerre de Cent Ans a pris des proportions dont on trouve peu d'exemples dans notre histoire. Depuis la Loire jusqu'à la Seine, et de là jusqu'à la Somme, écrit encore Thomas Bazin, les paysans ayant été tués ou mis en fuite, tous les champs restèrent longtemps, durant des années, non seulement sans culture, mais sans hommes en mesure de les cultiver. Sauf quelques rares coins de terre. Tout ce qu'on pouvait cultiver en ce temps-là, dans les parages, c'était seulement autour des villes, à l'intérieur des villes même, puisqu'on pratiquait aussi l'agriculture à l'intérieur des remparts. Vous ne pouvez pas imaginer séparation étanche entre la ville et la campagne. Alors moi je vous parle des campagnes ce soir, mais il n'y a jamais de séparation étanche entre les deux. Donc on pratiquait aussi l'agriculture à l'intérieur des murs des villes parfois. Donc il fallait cette sécurité, un œil du guetteur pour apercevoir les brigands, et pour permettre aux paysans de rentrer à temps à l'abri des remparts, des villes ou des châteaux, pour mettre le bétail à l'abri également. Alors, une fois toutes ces crises passées et la paix revenue, les campagnes connaissent une situation plus favorable. On entre dans les temps modernes. Voilà, cette diapositive illustre la grande jacquerie de 1358, qui s'est déclenchée dans le nord de la France, en Picardie, en Normandie. C'est un vaste mouvement populaire contre les seigneurs. Il y a quelques flambées. Ces jacqueries. Alors le mot jacquerie, c'est intéressant, ça vient de Jacques Bonhomme, qui est un personnage qui a pris la tête de la révolte. Et depuis, on a appelé les mouvements de révolte des paysans des jacqueries. Ça vient du Jacques, qui était une veste portée par les paysans, une veste courte. Alors du XVIe au XVIIIe siècle, on passe de la Renaissance, une période de prospérité retrouvée, à de nouvelles crises à nouveau. C'est cyclique. L'agriculture est devenue florissante. Un ambassadeur vénitien, Mario Cavalli, à l'époque de François Ier, écrit « Quant au blé, les Français envoient en Espagne, au Portugal, en Angleterre, quelquefois même en Suisse ou à Gênes, donc ils exportent leur blé dans ces contrées. Si pourtant la guerre ne met pas obstacle », note cet ambassadeur. Quoique les Français aiment bien le vin, ils en ont pour les Anglais, les Écossais et les Flamands. On retire par an de sa vente 1,5 million d'écus. Sous Henri IV, le ministre Sully favorise l'essor de l'agriculture. Beaucoup de paysans se sont enrichis et vivent mieux, et réclament de plus en plus de droits. Les petits propriétaires sont les plus heureux dans la classe paysanne. Les corvées et les redevances sont désormais moins lourdes. Alors souvent les seigneurs achètent des hôtels dans les villes, mais ils préfèrent résider encore dans les campagnes. À cette époque-là, on n'est pas encore à l'époque de Louis XIV, où on verra une aristocratie, la grande noblesse, complètement déconnectée du pays, des différentes provinces, des campagnes, de leurs terres. On parle de gentilhomme campagnard. Donc c'est celui, pour dire en anglicisme, gentleman farmer, en quelque sorte, qui a à cœur de gérer son domaine et sans mépriser les paysans qui y habitent. Son mode de vie, le mode de vie du noble, ressemble en bien des points à celui des paysans. À la mort d'Henri IV, la France compte 15 millions d'habitants. Il ne s'agit pas encore de nation au sens moderne. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de particularismes régionaux. La Bretagne n'est entrée que depuis peu de temps dans le giron français, par exemple. Alors, le tiers-État, on va appeler de plus en plus comme ça la paysannerie, le tiers-État est complexe, puisqu'il n'y a pas que la paysannerie dans le tiers-État, il y a aussi la bourgeoisie. Souvent, c'est un écueil, souvent les élèves ont cette image, en fait, ne voient pas la différence entre les nobles et les bourgeois. Souvent, ils confondent le mot noble et le mot bourgeois, sans parler du fait qu'ils confondent le mot seigneur et le mot roi, plus gênant encore. Mais donc, il faut expliquer que les bourgeois font partie du tiers-État, font partie du peuple. En fait, tout leur travail, toute leur monnaie, en fait, ont été de chercher à remplacer les seigneurs. Et j'y viens après, mais la Révolution française serait une révolution bourgeoise. Donc, dans ce tiers-État, j'ai fait une petite digression, on trouve, outre la paysannerie, les bourgeois des villes, les marchands, également les officiers du roi. Des bourgeois, justement, qui vont être tirés de leur état par les services qu'ils vont rendre, le monde de la robe qui est au seuil de la noblesse héréditaire.
Alors donc, vous pouvez voir là un tableau de Lenain qui montre une famille de paysans dans un intérieur. On peut constater une certaine pauvreté. On est à l'époque de la Fronde, une époque où les misères reviennent, les guerres reviennent. Juste une remarque sur ce tableau, il y a une référence à l'Eucharistie, puisqu'on est dans un contexte de débat avec les protestants, de controverse avec les protestants sur la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Et donc vous pouvez voir sur la gauche du tableau une paysanne qui tient dans sa main un verre de vin, puis vous voyez le maître de la maison qui tient une miche de pain. Okay, une allusion comprise par les gens de cette époque sur la présence réelle. Voilà, donc cette période de la Fronde est bien rude. Et puis les guerres entre la France et l'Espagne apportent leur lot de destruction, de pillage à nouveau dans les campagnes. L'hiver 1650 est particulièrement rude. Les correspondants de Saint-Vincent-de-Paul narrent des scènes d'anthropophagie. À ces catastrophes s'ajoute une fiscalité abusive. De nombreuses révoltes paysannes ont lieu. Et souvent, la levée des tailles devient une véritable expédition militaire. Les agents des traitants étant protégés par des soldats. On les accuse de se conduire comme en pays conquis, de confisquer bétail et instruments, malgré les édits royaux l'interdisant, et d'envoyer en prison ceux qui ne paient pas. Pour le paysan, le plus difficile est de verser les redevances en espèces, puisqu'il n'a pas d'argent, ou très peu. Il produit à peine de quoi vivre à cette époque. Il arrive à peine à donner l'impôt en nature. Donc lorsqu'on lui demande de payer en espèces seulement des trébuchantes, c'est impossible. C'est souvent dans ce cas-là le cycle infernal de la disette, voire de la famine, qui va engendrer des troubles et qui va conduire à la révolte. Surtout si les récoltes ont été mauvaises. Sous Louis XIV, la France compte 20 millions d'habitants désormais, dont 15 millions de ruraux. Alors certaines périodes du long règne de Louis XIV, il a régné 54 ans, certaines périodes sont favorables, mais d'autres sont beaucoup plus difficiles, avec beaucoup de guerres, puisque sur 54 ans, il y a eu 33 ans de guerre. Et à chaque fois, les impôts augmentent pour payer la guerre. Alors, il y a de nombreuses révoltes sous le règne de Louis XIV. On peut décrire les croquants, les camisards, les nu-pieds, les bonnets rouges en Bretagne, qui ont fait parler d'eux à nouveau il y a quelques années, pour se révolter contre l'écotaxe. Alors, le cas de la Bretagne est intéressant en ces temps de réveil populaire, qui ont été évoqués par le conférencier précédent, d'émotions populaires. Ici, en Bretagne, la révolte commence dans les villes, puis elle s'étend aux campagnes. Donc, vous voyez, quand je vous disais, il ne faut pas voir la situation de manière trop étanche entre les villes et les campagnes. Le conférencier précédent disait il ne faut pas diviser, justement. Il disait cette élite oligarchique cherche à diviser à chaque fois. Donc, il ne faudrait pas diviser de manière excessive, puisque là, ici, la révolte des bonnets rouges commence dans les villes et elle s'étend ensuite aux campagnes. En quelque sorte, les villes ont montré l'exemple. Les communautés villageoises, suite à cette révolte qui a pris une certaine ampleur, ont été durement réprimées. Donc les villes et les campagnes ont été réprimées. Les meneurs ont dû être livrés sous peine de représailles sur les villages. De nombreux condamnés ont été pendus ou envoyés aux galères. Les cloches des églises ayant sonné le tocsin sont descendues des clochers. On rase les clochers et on interdit au village de reconstruire le clocher. Au XVIIIe siècle, la France reste un pays très rural. On compte 20 millions de paysans. Alors, qui possède la terre à cette époque? Le clergé possède 10% des terres. La noblesse, peut-être 20%. Les bourgeois possédaient déjà des terres. Et certains paysans possédaient déjà des terres. Donc, il reste aux paysans entre 35 et 40% de la terre. Alors, selon les régions, la propriété paysanne occupe 20 à 70% de la terre. Dans le Béarn, les paysans sont propriétaires à 98%. Alors qu'à Versailles, c'est 2%. Donc on trouve des laboureurs, des propriétaires indépendants, des grands fermiers dans cette élite paysanne, en quelque sorte.
Les petits fermiers, les petits métayers n'ont pas assez de terre pour vivre. Ils doivent louer leurs bras au dehors. Les journaliers, qui doivent louer leurs bras pour travailler, représentent 40% de cette population paysanne, sur 8 millions de Français. Leur niveau de vie est très bas. Alors, avec l'esprit des Lumières, certains cherchent à changer cette condition paysanne, à l'améliorer. Il y a aussi des réflexions nouvelles sur l'agriculture. En 1779, un édit de Necker condamne le servage. Il abolit dans les terres de la couronne, mais ce sera peu suivi d'effet dans les autres terres. Alors on s'approche de la Révolution française. Vous avez tous entendu parler des cahiers de doléances, qui sont une source majeure pour les historiens, pour comprendre ces événements qui ont amené au déclenchement de la Révolution. Alors que demandent les paysans dans les cahiers de doléances? Alors déjà, notons que jamais les paysans ne réclament l'abolition de la monarchie. Ce qui ressort de ces cahiers, c'est quand même un ressentiment à l'égard de l'aristocratie et des privilégiés, un sentiment de frustration. Évidemment, c'est l'élite du tiers-état qui formule ces cahiers de doléances, ce ne sont pas les plus pauvres, les plus humbles paysans. Ils réclament l'abolition des droits féodaux, de la dîme et des privilèges. Il faut savoir que aucun paysan ne deviendra député aux États généraux. Donc pour des députés qui prétendent représenter le peuple, c'est assez intéressant. Comme je disais plus haut, la révolution de 1789 a été faite par la bourgeoisie. En fait, le roi s'était appuyé sur les bourgeois. Pour vous donner une clé de lecture sur le temps long, sur cette période du Moyen-Âge, le roi s'était appuyé sur les bourgeois contre les grands féodaux, contre les grands seigneurs, pour asseoir son autorité. Et ensuite, les bourgeois n'ont plus eu besoin du roi et ont voulu se passer de lui, en quelque sorte. Alors, vous pouvez voir là une caricature qui circulait à l'époque de la Révolution. On voit un paysan et on voit toutes les charges qui pesaient sur lui. En fait, cette caricature date du début du XVIIIe siècle et elle a eu tout un destin. Et voilà, donc de nombreuses caricatures circulent à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vient changer cette Révolution française? Alors déjà, il faut savoir que la Révolution a été provoquée par un certain nombre de facteurs. Il n'y a pas un seul facteur explicatif de la Révolution. Mais souvent, on évoque la colère dans la paysannerie, qui était réelle, surtout qu'il y a eu de très mauvaises récoltes dans l'hiver 1788-1789. Des froids rigoureux. Et au printemps, le printemps a tardé à venir. Alors, suite au déclenchement de la Révolution, après le 14 juillet, la prise de la Bastille, qui marque véritablement ce début de la Révolution française, eh bien, c'est la grande peur dans les campagnes. Parce que les paysans, il y a une rumeur qui court qui dit que le roi envoie une soldatesque pour punir les paysans, ou bien que ce sont des brigands, parfois, il y a les deux versions. Donc les paysans vont s'armer pour s'auto-défendre. Ils prennent d'assaut les châteaux dans plusieurs régions. Alors c'est face à cette grande peur de l'été 1789 que les députés vont réagir pour calmer cette paysannerie, pour calmer le peuple français. Ils vont décider de l'abolition des privilèges le 4 août. D'ailleurs, cette abolition des privilèges ne va pas se réaliser concrètement tout de suite. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'elle soit effective. Au début, ça va surtout être des privilèges symboliques qui vont être concrètement effacés. Mais il faudra attendre plusieurs années pour que les autres plus concrets arrivent. Donc va suivre la vente des biens nationaux, donc les biens confisqués au clergé, qui va surtout avantager les riches, parce que ce sont ceux qui ont le moyen d'acquérir les terres parmi les paysans qui vont pouvoir arrondir leur domaine. Les paysans les plus pauvres ne peuvent pas acheter de terres. D'ailleurs, ça c'est un point important, les plus pauvres dans la paysannerie, les plus humbles, n'avaient pas intérêt à ce qu'on privatise la terre.
puisqu'au Moyen-Âge, la terre était communautaire. Il n'y avait pas de notion de propriété privée. Et donc, toute une partie de la terre était utilisée dans des usages collectifs. Par exemple, le fait de laisser paître les troupeaux, c'était sur les communaux, les terres collectives. Et ce morcellement de la terre en propriété privée a désavantagé les plus humbles. Et ça, on n'en parle jamais. Alors, cette révolution, elle a aussi une dimension religieuse, comme vous le savez. Avec le serment de la Constitution civile du clergé, on demande aux prêtres de prêter serment à la Constitution. Donc, ce qui les met en porte-à-faux par rapport à l'Église, par rapport à la foi. Et donc, il y a de nombreux prêtres réfractaires qui sont fidèles à Rome, qui sont fidèles à l'Église, qui refusent de prêter ce serment à la Constitution, qui refusent d'être des jureurs, et qui vont devoir se cacher pour continuer à dire la messe, parfois dans des forêts, dans des grottes, et qui subissent la persécution. Alors je vais juste évoquer rapidement, mais ça mériterait une conférence en soi, la Vendée, la révolte du peuple vendéen, alors qui se déclenche, elle, à l'occasion de la levée de 300 000 soldats au début de mars 1793, à l'occasion de la guerre sur la frontière nord-est, ouverte depuis 1792. Donc les paysans refusent de servir la République, de faire la guerre pour une République qui les récuse, qui va contre leurs principes religieux les plus élémentaires. Et les paysans, souvent, vont chercher les seigneurs et demandent aux seigneurs, surtout ceux qui ont une expérience militaire, on pense à Charette par exemple, de se mettre à leur tête pour organiser la résistance. Alors, parmi les chefs de cette révolte vendéenne, je citerai Jacques Catinot, qu'on appelle le Saint de l'Anjou, parce qu'il avait une origine modeste. Il exerçait le métier de voiturier colporteur. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce métier, néanmoins, l'a mis en contact avec les villes. Donc il était au courant de ce qui s'y passait. Et donc il devient un généralissime, un des chefs de l'armée catholique et royale. Alors, sous Napoléon, un certain ordre revient, après la terreur, après les tumultes révolutionnaires. Toutefois, les gardes de l'empereur réclament à nouveau des hommes. Ils sont très gourmands en hommes. Et les mêmes causes causant les mêmes effets, à nouveau apparaissent des troubles dans les campagnes, surtout dans l'Ouest, surtout dans les régions qui étaient déjà réfractaires à la Révolution, pour partir à la guerre dans les armées napoléoniennes. Et beaucoup de personnes aussi refusent le service militaire, s'enfuient pour ne pas partir à la guerre, sont réfractaires. Alors je fais un saut dans l'histoire pour avancer à l'époque du Second Empire, une époque d'apogée pour les campagnes, selon les historiens des campagnes. Ici, je vous ai mis en illustration un tableau, la paye des moissonneurs, où l'on voit justement à la fois des paysans, mais aussi un propriétaire plus aisé qui vient payer les moissonneurs. Et un petit détail, c'est ce personnage sur la gauche du tableau qui est assis, qui tient une faux. Parce qu'à cette époque-là, la faux commence à remplacer la faucille. Alors il y aura des développements à faire sur la faux qui remplace la faucille. Donc quoi, l'outil n'est jamais neutre, parce que la faux permet d'avoir plus de rendement par rapport à la faucille, mais la faux coupe plus bas. Et donc il reste moins pour les humbles qu'on autorisait à glaner, à ramasser ce qui restait après la moisson. Et en plus, les femmes ne peuvent plus faire ce travail, puisque la faux est plus difficile à porter. Or, il y avait des femmes qui utilisaient la faucille, qui participaient aux moissons. Alors, on dit que cette période, à partir du Second Empire jusqu'en 1880, est une période d'apogée pour les campagnes. On va atteindre dans les campagnes un surpeuplement. C'est ce surpeuplement qui va faire qu'une partie des paysans ne trouvent pas d'emploi, qui va expliquer, en parallèle avec l'industrialisation, l'exode rural, le fameux exode rural, dont vous avez forcément entendu parler,
L'exode, c'est un terme biblique, c'est quand on est obligé, on est contraint de fuir son pays. L'exode rural, c'est le départ massif et définitif des paysans vers les villes. Alors, les paysans vont travailler dans les usines naissantes, dans l'industrie, mais notez quand même que l'industrie ne se trouve pas que dans les villes. Depuis fort longtemps, il y avait des industries dans les campagnes. Alors, souvent, on a l'image campagne égale agriculture ou élevage. Mais il y avait des industries, il y avait des ateliers, des artisans aussi dans les campagnes. Mais bien sûr, progressivement, avec la modernisation, de plus en plus, il va y avoir des grandes usines dans les villes. Et donc, les paysans les plus humbles vont aller travailler dans ces usines et se déraciner. En parallèle, l'État modernise les campagnes. Pensons au chemin de fer. Beaucoup de petits villages sont reliés par le chemin de fer. Les villages sont désenclavés. Plusieurs grands travaux sont menés, par exemple le fait d'assécher les étangs, comme dans la Dombe, pour éradiquer certaines maladies. Alors, certaines innovations techniques commencent. Alors, l'usage du cheval, dont j'ai déjà parlé, va se généraliser, alors qu'au XIXe siècle, il y avait encore des bœufs pour tracter la charrue. La charrue à versoir va remplacer l'arère. Également, on va utiliser le rouleau, qui est encore peu répandu. C'est ce que note Arthur Young lors de son voyage en France. Il signale qu'il y a beaucoup de rouleaux en Normandie, mais que dans le reste de la France, c'est assez rare. Les rouleaux devaient tasser la terre pour mieux briser les mottes. Alors, une autre innovation qui va avoir lieu à la fin du XIXe siècle, ça va être, par exemple, les bateaux à vapeur. Normalement, après, il y a une photo d'une batteuse à vapeur. Ah, enfin, ce sera après. Voilà, je voulais vous montrer ce tableau également de l'Angélus de Millet, que vous connaissez tous, pour montrer l'aspect spirituel qui animait les campagnes et qu'a voulu bien peindre Millet. Alors bon, j'en viens à l'aspect, cette fois-ci, plus spirituel des campagnes, puisque les campagnes étaient attachées à cette foi. Et ici, on peut voir une procession à l'occasion de la bénédiction des blés, à l'occasion de rogations. Il y avait de nombreuses processions, pas seulement aux fêtes religieuses, à la fête Dieu, mais aussi beaucoup de bénédictions, aussi pour des fêtes de saints locaux, qui réunissaient la communauté paysanne. Alors un fossé se creuse entre les paysans et les artisans. Comme le note Émile Guillaumin, qui l'explique dans La vie d'un simple, qui se passe dans le Bourbonnais, pendant l'enfance du héros, qui est né en 1823. Donc on est en 1830. Il explique qu'une équipe de scieurs de long auvergnat dans la forêt inquiète les gens de la ferme. Un scieur venu pourtant seul pour demander humblement de l'eau à boire ne l'obtient pas sans peine, et on a un peu peur. Plus tard, le héros devenu adolescent a pris l'habitude d'aller le dimanche après-midi se délasser quelques heures au bourg voisin, où il y a des auberges. Avec ses camarades, les garçons des fermes voisines, ils ont leur auberge attitrée, qui offre comme attraction un jeu de quilles. Non loin de ceux du bourg, qui ont leur propre distraction. Et leur principale distraction, c'est le billard. Divertissement raffiné, plutôt propre aux bourgeois, qui va se répandre ensuite dans les campagnes. Les gars du bourg sont des jeunes ouvriers de différents corps d'État, mais ils regardent de travers les paysans. Ils nous appelaient dédaigneusement les laboureux ou les bounoumes. Nous les dénommions, nous, les faiseux d'embarras, à cause de leur air de se ficher du monde, parce qu'ils s'exprimaient en meilleur français, et sortaient en veste de drap, sans blouse. Donc naturellement, les artisans ne peuvent s'approcher des quilles, et les paysans ne peuvent s'approcher du billard, sans risquer les colibets et les provocations. Et un beau jour, une rixe plus grave amène les deux bandes devant le tribunal correctionnel de Moulins. C'est d'ailleurs la première fois que les paysans traînent leurs sabots, inquiets et stupéfaits, dans cette grande ville. On leur inflige quelques dizaines de francs d'amende et beaucoup de sermons sur ces mœurs indignes d'un siècle de civilisation. Alors parmi les distractions des paysans, donc, je vous ai
Et il y a également le jeu de boules. Ici, on peut voir ces jeux pratiqués à l'occasion d'un pardon en Bretagne. Donc, les pardons, c'était des fêtes religieuses liées à un saint. Et il y avait toutes sortes de jeux et de distractions à cette occasion. Il y avait également des jeux de lutte, des concours de lutte. Voilà, donc là, on voit un coup, la dernière bolée qui clôture ces festivités, ces jeux. Alors, je vais vous parler de l'aspect spirituel des campagnes. La messe dominicale est l'occasion pour les paysans d'aller dans le bourg voisin. C'est l'occasion de réunir la communauté. Les femmes font quelques emplettes et les hommes prennent l'habitude d'aller boire un verre au cabaret. Ce qui sera dénoncé par les prêtres, puisque de plus en plus les femmes iront seules à l'église pendant que leurs maris seront au cabaret. Alors, je voudrais vous dire quelques mots maintenant de la famille dans ce monde rural du XIXe siècle. Dans cette famille, on a un père patriarche dans la force de l'âge. Alors, ce père patriarche, eh bien, il ne faudrait pas s'y méprendre, ce n'est pas l'homme le plus vieux. C'est un homme qui est encore en âge de travailler. L'ancien, celui qui est plus vieux, qui ne peut plus vraiment travailler, va rendre de menus services, mais ce n'est plus lui qui décide. Une famille paysanne, c'est à la fois une famille biologique et affective, mais c'est aussi une équipe de travail qui peut employer beaucoup de monde. Un enfant en plus, cela peut être à terme un domestique en moins. Les plus jeunes enfants gardent les animaux. À partir de 12 ans, le garçon va travailler au champ, les fillettes peuvent aussi travailler ou bien s'occuper des besognes d'intérieur. À 16 ans, on traitera le garçon en homme. Vers 20 ans, il doit penser à se marier. Souvent, les fils sont spécialisés. Le travail est spécialisé. Donc, par exemple, on peut avoir un fils bouvier, un autre fils jardinier, et puis un autre semeur, qui était considéré comme la tâche la plus noble réservée au maître ou à son fils aîné. Lorsque le nombre devient excessif dans la famille, un membre s'en va. Alors, cette spécialisation du travail ne va pas s'en poser problème, puisque le bouvier, par exemple, ne saura pas forcément bien semer lorsqu'il doit s'établir à son propre compte. Mais de même qu'il y a des travaux et des responsabilités pour chaque âge de la vie, à plus forte raison, il y en a-t-il pour chaque sexe. Semer et labourer, moissonner, faucher, charger et conduire les charrettes, panser les chevaux, tout ça, c'est un travail d'homme. La cuisine, l'entretien du linge, l'éducation des jeunes enfants, les soins à la basse-cour, les travaux de femmes. Certaines relations avec l'extérieur aussi sont, comme on dit aujourd'hui, genrées. C'est normalement une femme qui va en ville pour porter le lait au marché, les œufs, la volaille, les légumes et les fruits du jardin. Quand un homme est appelé pour la remplacer, un homme mûr est appelé pour la remplacer en cas de besoin, eh bien, il est la cible de colibets. Bien souvent, et c'est une image d'Épinal, mais qui est vraie, au moment des repas, la femme sert ces hommes, hein, l'équipe des hommes, ces travailleurs qui vont s'accouder sur la table pour non seulement se nourrir, mais trouver un repos bien mérité après un dur labeur. Et la femme ne mange pas avec les hommes. Elle reste debout, elle les sert, et c'est son honneur. Et ça, c'est ce que raconte Henri Vincenot, un écrivain bourguignon, qui décrit, vous voyez, sa grand-mère faire cela. Il lui disait qu'elle mettait son honneur à servir son homme. Et donc les femmes mangeaient avant ou voire debout. Alors évidemment, un moment très important de la sociabilité villageoise, c'est la veillée. À cette époque, il n'y avait pas encore la télévision. On se rassemblait autour du feu, du foyer, et on racontait la journée où les anciens pouvaient raconter des légendes. Souvent, on faisait un petit travail pendant ce temps, comme casser des noix. Les hommes cassaient des noix au coin du feu. Les femmes pouvaient coudre, raccommoder des vêtements. Parfois même, on va passer la veille dans l'étable pour profiter de la chaleur des bêtes.
Alors je passe à mon troisième temps donc de cette période du 19e siècle, l'ébranlement de mévente. Les vignerons vont accuser les négociants de fraude, d'utiliser du sucre, de frauder, et leur haine va se diriger vers les négociants. Ici, vous pouvez voir la manifestation des 87 fous d'Argelier, parce que c'était 87 vignerons qui étaient à l'initiative de la mobilisation populaire. Dans le sud-ouest de la France, plusieurs villes vont être le lieu de manifestations massives. Et ça va virer au drame, puisque les forces de l'ordre vont les réprimer brutalement dans certains cas. Je pourrais vous parler aussi de la crise du phylloxéra, qui a durement touché le vignoble français, qui va faire qu'on a dû arracher tous les pieds de vigne, planter des cépages d'origine américaine, et on a greffé des cépages français sur les cépages américains. Le succès de la viticulture actuelle, surtout pour la Bourgogne, moi je viens de Bourgogne, nous ferait oublier cette crise du phylloxéra qui était dramatique pour la France. J'en viens à la guerre de 14. On est obligé d'en parler quand on parle de la paysannerie, des sociétés rurales, puisque les paysans ont donné un lourd tribut. La plupart des soldats étaient paysans. Et les qualités morales éminemment développées par le travail des champs leur a sans doute permis d'avoir une ténacité et une endurance pour tenir dans l'horreur des tranchées. La guerre de 14 montre par ailleurs l'achèvement de l'intégration des paysans à la nation, dans un sens aussi révolutionnaire. Alors j'en viens à ma troisième partie, et je vais essayer d'être plus bref. La fameuse révolution du XXe siècle, donc ce que j'ai mis entre guillemets. Il ne s'agit pas d'une révolution politique, vous l'aurez compris, mais économique, sur les moyens de production et sur les mœurs. Alors, le premier aspect de cette révolution du XXe siècle, c'est la désertification rurale, dont j'ai déjà parlé au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Alors, ici, je m'appuie sur le récent ouvrage de Patrick Buisson, La fin d'un monde. Certains ont peut-être lu, sinon je vous encourage à le lire, c'est passionnant. Et donc, je lui dois toute cette partie où il a très bien décrit la mutation dans les campagnes. De 1946 à 1975, l'agriculture française a perdu les 3/4 de ses effectifs. En 30 ans, la population active agricole est passée de 7,5 millions à 2,1 millions. Et la main-d'œuvre masculine a été divisée par 3, celle des femmes par 6. Jean Giono écrit « Si je devais faire une différence entre le paysan et le reste de l'humanité, c'est qu'à ce moment, le départ s'est fait entre ceux qui voulaient vivre naturellement et ceux qui désiraient une vie artificielle. » Au début des années 60, le phénomène prend une ampleur inédite. L'exploitation familiale connaît une crise. Bien des fils refusent de succéder à leur père et d'aller à la ville pour trouver un travail moins pénible, du moins rêvé comme étant moins pénible. La modernisation des méthodes de travail et la productivité toujours croissante. La mécanisation va progressivement gagner les campagnes. Les tracteurs arrivent avec les Américains, avec le plan Marshall, et vont beaucoup changer les choses. À cette époque, dans les années 1960, dans la presse, la télévision, on dépeint l'agonie de cette France rurale. On la met en scène. On interroge des jeunes ruraux qui expriment leur dégoût du travail agricole et leur attirance pour la ville. C'est Patrick Buisson ici qui cite l'un de ses témoignages. « Le travail de la terre, c'est trop dur. Ça vous dévore. Jamais de loisirs, jamais de vacances. La terre, c'est l'esclavage. Pas la peine de se faire chier là-dedans. Être agriculteur, c'est être dans la boue jusqu'aux genoux, rester au cul des vaches. On part parce qu'on sait qu'on ne trouvera rien de pire.
Adieu les gars, continuez de tourner en rond sur place si ça vous... Cette désertification va se lire également à la fermeture des commerces de proximité, des services, des pharmacies, des bureaux de poste, les petits commerces, les cafés, les cinémas, qui ferment les uns après les autres. La mécanisation, c'est le deuxième aspect de cette révolution du XXe siècle. Donc le tracteur dont je vous parlais, qui va se généraliser. Donc, je vous ai mis deux photographies en comparaison. Donc, celle de gauche, qui est une scène de labour. Je trouve la photographie très belle parce qu'elle est prise sur le vif, contrairement à la plupart des cartes postales anciennes qu'on peut voir du 19e siècle ou du 20e siècle, où les gens posent. Celle-ci, elle est prise sur le vif. Et puis vous pouvez voir l'arrivée des premiers tracteurs dans les Hautes-Alpes, à côté, avec, c'est pas anodin, un homme jeune qui conduit le tracteur, puisque souvent c'était les fils qui poussaient à l'achat du tracteur, tandis que les pères s'y opposaient, parce que ça coûtait cher, et que le paysan savait qu'il ne fallait pas s'endetter, rechignait à s'endetter, et les jeunes ont poussé à faire des crédits pour acheter les tracteurs, en menaçant de quitter l'exploitation si on refusait d'acheter le tracteur. Alors il y a toute une propagande qui va encourager l'achat des tracteurs. L'État l'a encouragé également, la publicité aussi. De 1946 à 1965, le parc des tracteurs a été multiplié par 50, passant de 20 000 à 1 million d'unités. La mécanisation peut être considérée tantôt comme la cause, tantôt comme la conséquence de la pénurie de main-d'œuvre agricole. Je cite encore Henri Vincenot à propos de cette arrivée des tracteurs, donc dans son Ossois affectionné. Le Jeannot Burchillot vient d'acheter une Cornic. Il veut dire une faucheuse mécanique McCormick. Le Bastien Descommes vient d'acheter une Cornic. Le Trebedeux de la Maladière vient d'acheter une Cornic. Le Popol Machuré vient d'acheter une Cornic. Mais qu'est-ce que c'est que cette litanie que tu nous chantes, Gazette? Fait Jean Lépée. Fils, c'est la litanie de la fin, le psaume des morts. Quelle fin, quelle mort. Tu n'as pas compris, Beuzno, que chaque fois qu'un croquant achète une machine, une cornique, ça tue 10 faucheurs. Donc ce dialogue est tiré du Pape des Escargots. Bernanos écrit lui-même dans La France contre les robots, l'homme des machines n'est pas seulement menacé d'appartenir aux machines, il leur appartient déjà. Le sociologue Henri Mindras, auteur de l'ouvrage La fin des paysans, a décrit ce processus, partant de l'acte d'achat, motivé par des raisons anti-économiques qui conduit le paysan à subir la logique de la machine, laquelle, une fois dans la place, impose ses propres exigences. Première étape de ce phénomène d'intégration capitaliste qui va progressivement entraîner la destruction de la vieille économie paysanne. Le travail n'est plus, comme il était à l'origine, une réalité sacrée, un rite révélé par les dieux ou par les héros civilisateurs, comme l'explique Mircea Eliade. Il est devenu un acte profane que seul justifie le profit économique. On laboure la terre pour l'exploiter, on poursuit la nourriture et le gain. Vidé de symbolisme religieux, le travail agricole devient à la fois opaque et exténuant. Il ne révèle aucune signification, ne ménage aucune ouverture vers l'universel, vers le monde de l'esprit. C'était une citation de Mircea Eliade. En un demi-siècle s'accomplit la prophétie de Charles Péguy. On passe d'une économie de besoin à une économie de profit. Et le monde rural est envahi par le règne de l'argent. Henri Mindras, que j'ai déjà cité, l'auteur de La fin des paysans, note « Les événements m'ont donné raison. En une génération, la France a vu disparaître une civilisation millénaire constitutive d'elle-même. » L'autre aspect de cette révolution des campagnes, ce sont les remembrements, qui ont été encouragés, en particulier par la JAC, la jeunesse agricole catholique, qui a beaucoup poussé à la modernisation, qui a été gagnée par le modernisme. La fin des paysans s'accompagne de la fin des bocages, avec les remembrements, le regroupement des terres. Les coopératives d'utilisation du matériel agricole vont au-delà
de la traditionnelle entraide. Le monde des campagnes, c'était l'entraide. Mais on va au-delà, puisque ces coopératives mettent fin à l'indépendance des paysans. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER, bien connue dans le monde agricole, va aussi jouer un rôle important. Et elle est aussi sous la coupe de la JAC. L'enjeu n'est pas seulement de procéder au regroupement des terres en rassemblant des parcelles dispersées, mais de redistribuer la propriété foncière afin de permettre l'utilisation plus rationnelle de tout ce qui contribue à produire, hommes, outils et machines. On arrache les haies, ajoncs, genêts, aubépines, chênes têtards et ronciers, tout y passe et trépasse. Et ce n'est que récemment que l'on a pris conscience de la gravité écologique de ces remembrements, les haies étant des écosystèmes de biodiversité. L'agriculture subit un mouvement de concentration des terres. 15% des exploitations agricoles occupent désormais plus de 50% de la surface utilisée. Concentration également de la production. 10% des exploitations assurent à elles seules 40% du total. J'en viens à la conclusion. Que retenir de ces 1000 ans d'histoire des sociétés rurales que je viens de vous dépeindre? On l'a vu, les sociétés rurales sont loin d'être restées fixes entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. Elles ont beaucoup évolué dans les techniques agricoles, certes, surtout à partir de la fin du XIXe siècle, mais aussi et surtout dans les rapports sociaux, le rapport à la terre et en un mot, les mentalités. Que reste-t-il de l'âme paysanne de nos jours? Malgré la mécanisation, l'utilisation d'intrants chimiques et de pesticides, la désertification et le remembrement, l'ère du productivisme, il reste des communautés rurales attachées à la terre et à des traditions. La déchristianisation des campagnes, l'américanisation, la prolétarisation des campagnes sont une réalité. Les populations rurales sont particulièrement touchées par la pauvreté, voire la misère, surtout dans certaines régions et dans certaines exploitations plus que dans d'autres. Les suicides d'agriculteurs alertent régulièrement l'opinion. Néanmoins, il reste des hommes et des femmes qui veulent continuer de vivre sur leur terre et de leur terre, vivre de leur travail et non des subventions de la PAC, la politique agricole commune, quoique celle-ci soit devenue indispensable dans le système actuel. L'agriculture biologique, l'agriculture naturelle ou raisonnée, voire la biodynamie, semblent des nouveautés depuis quelques années, alors qu'elles n'expriment qu'un retour à des formes agricoles anciennes. La fin du XXe siècle est marquée par l'arrivée dans les campagnes des néo-ruraux, notamment des citadins en mal de campagne à la recherche d'une résidence secondaire et peut-être aussi de leurs racines paysannes. Par ailleurs, le phénomène de la périurbanisation fait que la limite entre les espaces urbains et ruraux devient plus floue, du fait de l'extension à outrance de l'urbanisation. Les agriculteurs actifs sont aujourd'hui minoritaires dans certains villages. L'exode des urbains, essentiellement les Parisiens, pendant les confinements, et lié à la pandémie du coronavirus, surtout le premier, a été massif, mais temporaire. La fuite définitive des grandes villes ne s'est pas produite. Et si les biens, les propriétés à la campagne sont recherchées, il n'y a pas de ruée vers le monde rural, pour autant. Je vous remercie de votre attention.